Commençons par étudier le brassage génétique au cours de la méiose. Alors, il existe deux types de brassage génétique, le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. On verra qu'ils ne se réalisent pas dans les mêmes conditions. Commençons par le brassage intrachromosomique. Ce type de brassage va nécessairement affecter des gènes qui sont liés, c'est-à-dire qui sont sur la même paire de chromosomes. Donc là, sur mon schéma, j'ai pris l'exemple de deux gènes, donc liés, le gène A et le gène B. Donc le locus, donc la position du gène A se trouve ici, tandis que le locus du gène B se trouve ici. Dans le cadre de mon exemple, on va prendre deux allèles différents donc dans les deux chromosomes de la même paire. Donc on dit que l'individu sera double hétérozygote, c'est-à-dire que là on a l'allèle 1 sur un des deux chromosomes, et on a un autre allèle, l'allèle A2 sur le deuxième. Pareil pour le gène B, donc on aura l'allèle B1 sur un des deux chromosomes, et l'allèle B2 sur le deuxième. Au tout début de la méiose, les chromosomes vont s'apparier. Ça, c'est ce que j'avais déjà dit dans mon premier cours. Donc dès la prophase 1 de la méiose, lorsque les chromosomes se condensent, eh bien les chromosomes se mettent par deux, donc se mettent entre chromosomes homologues. Donc c'est ce qu'on observe ici. Vous voyez, ici on a un premier chromosome qui s'accole finalement avec un deuxième, donc qui est son chromosome homologue. Schématiquement, ça donne ça. Et lorsqu'on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces deux chromosomes homologues, au cours de cette phase, eh bien, forment des espèces de croisements entre leurs chromatides qu'on appelle des chiasmas. Et on verra que ces chiasmas sont très importants pour la suite. Ces chiasmas vont en effet permettre la présence d'un mécanisme fondamental qui s'appelle le crossing over. Alors il s'agit d'un terme anglais, l'équivalent français c'est l'enjambement. Un petit peu moins stylé, mais ça peut également être utilisé. Ce crossing over, en fait, il s'agit d'une recombinaison génétique entre les deux chromosomes homologues, c'est-à-dire entre les deux chromosomes de la paire. Donc prenons mon exemple là de l'individu double hétérozygote de tout à l'heure, donc A1 sur A2 et B1 sur B2. Donc ces chromosomes sont représentés de la sorte, donc en prophase 1 de méiose, avant le crossing over. Et donc, les chromatides de ces deux chromosomes vont s'en mêler, là, comme on l'a vu précédemment, et donc former un chiasma à cet endroit-là. Et bien, ce chiasma va permettre une recombinaison, c'est-à-dire que, en gros, les deux chromosomes homologues vont s'échanger un bout de chromosome, tout simplement. Donc, on se retrouve avec le premier chromosome ici, donc qui présente bien deux allèles A1, donc sur les deux chromatides, mais pour le gène B, on voit que du coup les deux chromatides n'ont plus le même allèle. Donc il va avoir l'allèle B1 et l'allèle B2. Il en est de même pour le second chromosome homologue, qui du coup va avoir pour le gène B pas les deux mêmes allèles. Ce phénomène de crossing over que l'on vient de voir, il faut être conscient qu'il n'est pas du tout systématique. C'est-à-dire que dans certains cas, il peut avoir lieu, mais dans d'autres, il n'aura pas forcément lieu. C'est-à-dire que là, c'est vraiment régi par le hasard. Donc là, on va comparer au cours de la méiose ce qui se passe dans deux cas, c'est-à-dire dans le cas où il y a bel et bien un crossing over entre les deux gènes, et dans le cas où on n'a pas de crossing over. Donc voyons voir ce qui se passe. Alors on sait qu'au cours de la première division, on va séparer les chromosomes homologues. Donc voici les cellules que l'on obtient dans les deux cas. Et donc, au cours de la deuxième division de méiose, on va séparer les deux chromatides des chromosomes afin d'obtenir, dans chaque cas, 4 cellules filles. Donc, dans le cas où il n'y a pas eu de crossing over, regardons ce qui se passe, on s'aperçoit que finalement, il n'y a que deux types de gamètes. Les gamètes qui présentent l'association 1-B1, qui sont ici représentés en vert, et les gamètes qui présentent l'association A2-B2, qui sont ici représentés en rouge. Ces gamètes, on les qualifie de gamètes de type parental, ou de gamètes parentaux. Pourquoi? Parce que finalement, c'est les mêmes associations d'allèles que ce qu'il y avait chez le parent. Dans le cas où il y a eu crossing over, ce n'est pas du tout la même chose, parce que on s'aperçoit que ces deux gamètes parentales sont bien présentes, encore une fois, ici et ici, mais on voit apparaître deux gamètes inédites, avec des associations d'allèles qui n'existaient pas chez le parent, qui sont donc A1 avec B2 et A2 avec B1. Donc c'est pour ça qu'on nomme ces types de gamètes les gamètes recombinés.
Du coup, au final, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de gamètes parentaux qui sont obtenus que des gamètes recombinés. Regardez, les gamètes parentaux ils vont être obtenus, qu'il y ait crossing over ou non. D'accord ? S'il n'y a pas crossing over, ils sont obtenus dans 100% des cas. Et s'il y a un crossing over, on s'aperçoit qu'ils apparaissent quand même dans 50% des cas. Alors que nos pauvres gamètes recombinées, là, eh bien on se rend compte qu'elles n'apparaissent que lorsqu'il y a crossing over, et encore, même quand il y a crossing over, ils apparaissent seulement dans la moitié des cas. Donc au final, statistiquement, dans ce type de brassage, c'est pour ça que on a tendance à favoriser finalement l'apparition des gamètes parentaux, des gamètes de type parentaux, plutôt que les gamètes de type recombiné. Donc c'est pour ça que chaque gamète de type parental a une probabilité d'apparaître finalement qui est supérieure à 25%, alors que les gamètes recombinées ont une probabilité d'apparition inférieure à 25%. Donc tout ça, c'est bien sûr parce que le crossing over n'est pas un processus systématique. Pour bien comprendre tout ça, on va prendre 3 exemples. Premier exemple, on va étudier un cas donc où le crossing over est très probable, c'est-à-dire qu'on voit que les deux locus sont très éloignés l'un de l'autre, et que du coup, eh bien, il y a beaucoup plus de crossing over. Donc là, on va dire qu'on a une probabilité de crossing over de 4 sur 5, donc de 80%, pour une probabilité de non crossing over de seulement 20%. Alors, si on n'a pas de crossing over, donc on a une probabilité ici de ne pas avoir de crossing over de 20%, eh bien, les gamètes parentaux donc de type 1, B1 auront donc 10% d'apparaître sans crossing over. Les gamètes parentaux de type A2, B2 auront également 10%. Donc en fait, c'est les 20% de sans crossing over divisé par 2 parce que à chaque fois, eh bien, on va avoir la moitié de A1, B1 et l'autre moitié de A2, B2. Maintenant, dans le cas où il y a crossing over, donc 80%, donc on va séparer ces 80% en 4, et donc 80 divisé par 4, ça fait 20%. Donc on aura une probabilité avec crossing over d'obtenir des gamètes 1, B1 de 20%, des gamètes parentaux A2, B2 de 20% également, et les gamètes recombinées, chacun aura 20% de chance d'apparaître. Donc si on fait le calcul, finalement, dans ce cas où le crossing over, encore une fois, est très probable, eh bien les gamètes parentaux seront tout de même majoritaires, donc 30% et 30%. Donc ce qui fait 60% au total. Et les gamètes recombinés seront, quant à eux, minoritaires, avec donc 40% au total. Deuxième exemple, donc si les deux locus sont très rapprochés, on s'aperçoit là que, eh bien, du coup, les crossing over ont plus de mal à se faire, et du coup, on va avoir une probabilité estimée à 1 sur 5. Donc à 20% de crossing over et 80% de non crossing over. Donc là, 80% divisé par 2, ça fait 40%, donc on va avoir 40% d'obtenir sans crossing over le gamète 1, B1, et 40% d'obtenir sans crossing over le gamète A2, B2. Maintenant, comme on a 20% de crossing over, eh bien on divise tout ça par 4, ça fait donc 5% chacun, voilà. Et donc si on fait le calcul total, eh bien on s'aperçoit que, eh bien là, s'il n'y a pas beaucoup de crossing over, les gamètes parentaux sont extrêmement majoritaires, puisque à eux deux, ils font 90% des possibilités, alors que les gamètes recombinés font seulement 10% au total. Donc vous voyez que quelle que soit la probabilité du crossing over, eh bien on a toujours les gamètes parentaux qui vont être majoritaires finalement, et les gamètes recombinés minoritaires. Donc ça c'est extrêmement important, parce que finalement tous les exercices de génétique concernant les brassages sont en général là-dessus, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir telle ou telle combinaison. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du brassage interchromosomique. Donc là, contrairement au brassage intrachromosomique, on va considérer des gènes qui sont indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont être situés sur deux paires de chromosomes différents. Donc par exemple ici nous avons un premier gène, donc sur une première paire de chromosomes, et donc un deuxième gène sur une deuxième paire de chromosomes. Bien sûr, pour chaque gène on considère encore une fois deux allèles, donc A1 et A2 pour le gène A, et B1 et B2 pour le gène B. Voyons maintenant ce que deviennent nos chromosomes et nos gènes au cours de la méiose. Je rappelle qu'au début de la première division de méiose, les chromosomes s'apparient, c'est-à-dire se rangent par paires. Et donc juste après, au cours de la métaphase 1, ces paires de chromosomes vont se disposer au niveau du plan équatorial. À ce moment-là, on a deux configurations possibles.
et donc qui sont équiprobables, c'est-à-dire que ces deux configurations ont chacune 50% de chances de se réaliser. Première configuration, les associations parentales sont conservées, c'est-à-dire que l'allèle B1 va être associé donc du même côté du plan équatorial que l'allèle A1, et donc de même, on aura l'allèle B2 qui sera associé à l'allèle A2. Deuxième configuration, là au contraire on va réaliser une sorte de panachage des allèles, c'est-à-dire que l'allèle B2 sera du même côté du plan équatorial que l'allèle A1, et donc l'allèle B1 sera du même côté que l'allèle A2. Ça, au cours de l'anaphase 1, eh bien, les chromosomes qui sont du même côté du plan équatorial vont ainsi migrer ensemble. C'est-à-dire que là, on sépare les paires de chromosomes, mais du coup, on va obtenir deux possibilités de séparation, celle-là, donc qui a 50% de chance de se réaliser, ou bien celle-là. Donc à la fin de la première division, voilà ce qu'on obtient. Donc chacune de ces cellules filles a 25% de chance de se réaliser. Il y a ensuite la seconde division, donc là, métaphase 2, on aligne les chromosomes sur le plan équatorial, puis au cours de l'anaphase 2, eh bien, on sépare les deux chromatides d'un même chromosome, et donc on va obtenir à chaque fois deux gamètes identiques par type de cellules filles qu'on avait à l'issue de la première division, c'est-à-dire que on va obtenir deux gamètes de type 1, B1, deux gamètes de type A2, B2, deux gamètes donc recombinés avec l'allèle 1 associé à B2, et enfin deux gamètes A2, B1. Donc on voit bien que ces quatre possibilités de configuration chromosomique sont équiprobables et ont donc 25% de chance chacune de se réaliser. Pour récapituler tout ça, voici un petit schéma bilan que je vous conseille d'apprendre par cœur, donc puisqu'il récapitule toutes les étapes de ce brassage interchromosomique. Donc on voit bien que en considérant seulement deux paires de chromosomes, donc deux gènes différents et indépendants, on obtient 4 possibilités de gamètes. Bon, après, qu'est-ce qui se passe si on considère plus de paires de chromosomes? Donc là, 4 possibilités pour 2 paires de chromosomes. Et bien, si on considère 3 paires de chromosomes, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, pour chacune de nos possibilités, on va avoir 2 possibilités. C'est-à-dire que pour le troisième chromosome qu'on va ajouter, ou bien il est donc d'un allèle vert, ou bien il va être d'un allèle rouge, là, pour mon exemple-ci. Pour les 3 autres possibilités, c'est pareil. Chacune des possibilités va générer 2 possibilités. Donc au final, on va avoir non pas 4, mais 8 possibilités d'association, donc si on considère 3 paires de chromosomes différents. Alors si on en considère 4 maintenant, et bien de même, chaque possibilité va générer 2 possibilités, donc on va avoir 16 possibilités d'association d'allèles si on considère 4 paires de chromosomes. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on rajoute une paire de chromosomes, on double le nombre de possibilités. Alors chez l'homme, alors du coup oui, on a mathématiquement, donc pour 2 paires de chromosomes, ça fait 2 puissance 2 possibilités, pour 3, ça fait 2 puissance 3 possibilités, et enfin, donc pour 4, ça fera 2 puissance 4 possibilités. Alors chez l'homme, qui présente 23 paires de chromosomes différents, eh bien combien de possibilités on va avoir du coup? Eh bien forcément, mathématiquement, ça donnera 2 puissance 23 sortes de gamètes différents, donc ce qui donne aux alentours de 8 millions de possibilités. Donc 8 millions de possibilités, c'est quand même considérable, donc on voit là tout le potentiel de ce type de brassage interchromosomique. Nous avons longuement parlé du brassage génétique au cours de la méiose. Eh bien, nous allons maintenant voir qu'il existe également un brassage génétique au cours de la fécondation. La fécondation, c'est la rencontre entre deux gamètes. Bon, si on considère uniquement le brassage interchromosomique, parce que le brassage intra, lui, est un petit peu plus difficile à chiffrer, eh bien, on considère qu'une femme a la possibilité de créer 2 puissance 23 sortes d'ovocytes différents. Un homme, de même, aura la possibilité de créer 2 puissance 23 spermatozoïdes différents. Donc si on prend un ovocyte parmi tout cela possible, et qu'on le fait rencontrer avec un spermatozoïde au hasard parmi les 2 puissance 23 possibles, eh bien ça donne combien de possibilités de rencontre? Eh bien, c'est le produit des deux, c'est-à-dire 2 puissance 23 fois 2 puissance 23 cellules œufs possibles. Donc, ce qui donne 7 10 puissance 13 possibilités, donc 7 10 puissance 13 descendants possibles. Ça fait quand même pas moins de 70 000 milliards de possibilités, ce qui est tout à fait considérable. Et encore, on ne prend pas en compte le brassage intrachromosomique, donc on voit bien que là, le nombre de possibilités de descendants est quasiment infini.